On a le privilège, en effet, d'avoir avec nous António Costa, le Premier ministre du Portugal. On est très heureux qu'il a trouvé du temps pour participer et pour contribuer à notre conférence. Le Premier ministre a été auparavant exercé les fonctions de ministre de la Justice et de l'administration interne. Il a été député de la République portugaise et maire de Lisbonne pendant 8 ans. Et il connaît très bien les institutions européennes parce qu'il a été vice-président du Parlement européen et membre du comité des régions. Alors, il est en famille ici. Et je dois dire, au cours de son mandat depuis 2015, le Portugal a fait beaucoup de progrès et il est sorti de la procédure de déficit excessif qui nous a occupés pendant beaucoup de temps. Et ça, c'est disons, les côtés plutôt institutionnels, mais aussi en termes d'économie réelle et en termes de convergence. En effet, les taux de chômage ont considérablement diminué. La croissance économique est supérieure à la moyenne de la zone euro pendant les derniers 4 trimestres, ce qui est un élément qui conforte carrément les autorités portugaises, mais aussi la Commission. Alors, c'est mon plaisir de donner la parole au Premier ministre et on est très, très, très content de vous avoir ici. Merci. Monsieur les commissaires, Madame Anne-Maître, Monsieur les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, merci, Monsieur Bouty. Je commence pour remercier l'invitation à participer à cette conférence et féliciter ses organisateurs pour l'opportunité du débat qui a lieu ici, aujourd'hui, autour de ce thème central pour l'Union européenne, qui est celui de la convergence. L'Europe ne pourra avoir d'avenir solide sans une convergence renforcée. C'est là une des attentes plus fréquemment exprimées par nos citoyens et un des défis majeurs de notre projet d'intégration européenne qui reste à accomplir. Depuis le traité de Rome, que la communauté économique européenne a pour objectif de renforcer l'unité des économies et d'assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moyens favorisés, ce qui revient à dire renforcer la convergence réelle entre les économies. Au début de cette année, pour les 60 ans du traité de Rome, nous avons renouvelé cet engagement à œuvrer pour une Europe sociale qui, en s'appuyant sur une croissance durable, favorise le progrès économique et social, ainsi que la cohésion et la convergence. Pour atteindre la convergence, il nous faut une nouvelle approche novatrice, capable de réinventer, comme nous propose cette conférence, et pragmatique, qui nous permette non seulement d'y aboutir, mais surtout de l'inscrire sur la durée. Et cela exigera à la fois une forte volonté nationale réformatrice et un cadre européen amical à sa mise en œuvre. Tout comme la réponse aux défis majeurs auxquels l'Europe doit faire face, cette approche doit résister à 4 tentations. Tout d'abord, la tentation de la révision des traités. Le traité de Lisbonne, et pas seulement à cause de Lisbonne, contient la flexibilité nécessaire pour accomplir ce que nous proposons en matière de convergence économique et sociale. Ensuite, elle doit éviter des inextricables débats institutionnels et se concentrer sur notre véritable objectif, qui est la réponse aux attentes de nos citoyens.
Troisième, tentation à éviter, nous laisser paralyser par la hétérogénéité naturelle des visions nationales sur l'avenir de l'Europe ou porter atteinte au respect pour la pluralité de ces visions. Finalement, elle doit éviter toute fuite en avant qui consiste à idéaliser de nouvelles missions sans consolider ce que nous avons déjà acquis. Avançons donc dans le chemin de la convergence, avançons unis et dans le respect pour la volonté démocratique des citoyens. L'occasion et le besoin de donner à l'Europe un nouvel élan politique sont là, comme nous l'ont récemment rappelé les présidents Juncker et Tusk, la chancelière Angela Merkel ou le président Emmanuel Macron. La convergence occupe une place centrale dans ces nouvel élan politique. Et pour la relancer, il nous faut compléter l'union économique et monétaire. D'abord, parce qu'il s'agit de consolider le projet le plus exigeant et prometteur que nous avons déjà créé. Sans compléter l'union économique et monétaire, nous n'aurons pas des bases solides pour bâtir l'Europe de l'avenir. Ensuite, parce que tant qu'elle ne sera pas conclue, l'union économique et monétaire continuera à alimenter des divergences entre États membres, rendant l'ensemble de ses membres plus fragiles et plus exposés à des crises futures. Le 7e rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et territoriale, publié il y a 2 semaines, confirme que depuis la création de l'euro, certains pays, dont le Portugal ou l'Italie, mais aussi des régions à l'intérieur de nombreux pays, divergent face à la moyenne de l'Union européenne. Ce processus de divergence a été accentué par la crise économique et financière internationale qui a débuté en 2008. Celle-ci a en effet exposé des dysfonctionnements structurels de l'Union économique et monétaire. Il est vrai que nous sommes aujourd'hui mieux préparés pour répondre à de nouvelles crises. Il est vrai que la BCE a contribué de façon inestimable à sauver l'euro. Il est vrai que tous les pays de la zone euro ont repris le chemin de la croissance et de la création de l'emploi. Mais les fragilités originelles de l'Union économique et monétaire restent en large mesure à résoudre. Nous ne pouvons pas continuer à nier ce que la science économique a depuis longtemps consolidé sur l'optimisation des zones monétaires. Les conditions de succès d'une monnaie unique ne sont pas encore réunies dans l'Union européenne. Nous devons y travailler maintenant si nous ne voulons pas avoir à regretter dans le futur de ne pas avoir su prévenir une nouvelle crise. L'Union a pris des mesures pour réduire des risques dans le système bancaire. Beaucoup de pays, y compris le Portugal, ont réussi à stabiliser leur système bancaire. Mais l'union bancaire reste encore à conclure par la mise en œuvre d'un régime européen de garantie des dépôts et par le soutien financier au fonds de résolution unique. Il nous faut également des mécanismes efficaces pour faire face au choc, soit par la progressive transformation du mécanisme européen de stabilité en un véritable fonds monétaire européen, comme par exemple, entre autres, récemment a défendu le ministre Schäuble, soit par des stabilisateurs automatiques
dont l'exemple le plus couramment avancé est celui d'une assurance chômage européenne. Mais soyons clairs, la convergence est le vrai stabilisateur de la zone euro dans la durée. Là devrait reposer la raison d'être d'une capacité budgétaire de la zone euro. Toute union monétaire, avec un certain degré d'intégration, dispose d'une capacité budgétaire fondée sur des ressources propres. Le rapport Monti contient à ce sujet des propositions intéressantes et des débats récents, notamment sur la tributation de certaines affaires extraterritoriales, pouvaient aboutir, peut-être, dans de nouvelles ressources pour notre Union. Nous ne pouvons pas continuer à envisager la zone euro comme un ensemble d'économies en compétition entre elles. Nous devons la considérer comme un espace intégré dont la prospérité et la cohésion profitent à tous ses membres et la valeur ajoutée de l'ensemble dépend du succès de tous et de chacun. Il ne s'agit pas de créer une union de transfert pour financer les inefficacités nationales et perpétuer les blocages structurels des économies de quelques États membres. Au contraire, il s'agit de créer des mécanismes pour les surmonter. C'est pourquoi ces mécanismes de convergence doivent reposer sur une base contractuelle afin de mettre en œuvre des réformes conçues à la mesure de chaque pays en fonction de ses blocages structurels spécifiques. Ces réformes permettront d'augmenter le potentiel de croissance des économies de la zone euro avec des objectifs quantifiés et des délais dont l'exécution conditionne le transfert graduel des tranches de financement. Nous donnerions ainsi de la cohérence et de la consistance au exercice du semestre européen, en assurant non seulement l'indispensable contrôle de la discipline budgétaire, mais aussi en le dotant d'instruments financiers pour l'exécution des recommandations spécifiques par pays consolidées dans les programmes nationaux de réforme. Une zone euro réformée et complète impliquera, bien sûr, de nouvelles solutions institutionnelles qui devront préserver la cohérence institutionnelle de l'Union européenne, dans laquelle la Commission et le Parlement européen jouent un rôle irréplaçable. Dans ce cadre, nous envisageons avec naturalité que le commissaire chargé des affaires économiques soit aussi le président de l'Eurogroupe, en suivant l'exemple qui a déjà fait ses preuves dans le domaine de la politique extérieure. Le débat sur la réforme de la zone euro doit s'articuler avec la préparation de la stratégie économique de l'Union pour les années à venir. Cette stratégie doit avoir pour objectif central le développement durable et la création d'emplois dignes. Le prochain cadre financier est un instrument décisif pour atteindre ces objectifs. La négociation de ces nouveaux cadres s'insère dans un contexte d'exigence accrue au fait du Brexit et de la nécessité de répondre parallèlement à la poursuite des politiques traditionnelles
aux nouvelles priorités dans le domaine de la transition énergétique, l'économie circulaire, la société numérique, l'immigration, la défense, la sécurité. Ne rendons pas notre tâche impossible en nous imposant d'ores et déjà un seuil arbitraire qui pourrait se révéler insuffisant face à toutes les ambitions de nos citoyens vis-à-vis de notre Union et de nos responsabilités communes face aux défis de la mondialisation, des changements climatiques et aux menaces qui nous entourent. Là aussi, il nous faut une approche novatrice et pragmatique. Et comme le souligne le document de la Commission sur l'avenir des finances de l'Union, maintenir le statu quo n'est pas une option. Le prochain cadre doit être conçu de façon à éviter qu'il n'accentue les asymétries. Au contraire, il doit contenir des mécanismes qui permettent de les corriger, constituant ainsi un instrument central de soutien à la convergence. Nos politiques traditionnelles, la politique agricole commune, comme la politique de cohésion, doivent aussi s'adapter aux nouvelles réalités des sociétés européennes et évoluer pour mieux répondre à leurs principaux bénéficiaires, les citoyens. La politique agricole évolue déjà dans le sens d'un plus fort engagement agro-environnemental. La politique de cohésion doit évoluer elle aussi pour combiner cohésion territoriale et une cohésion plus centrée sur les défis démographiques, du marché du travail et de l'inclusion des citoyens par le biais d'un rapport étroit au pilier social. Mais les nouvelles politiques, notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense, doivent elles aussi intégrer l'objectif de convergence, en assurant la participation de tous les États membres aux opportunités dans les domaines de la recherche ou de la politique industrielle, renforçant ainsi la compétitivité de ceux qui doivent faire un plus grand effort de rattrapage. La convergence réelle doit dorénavant constituer un critère clé pour mesurer la valeur ajoutée européenne dans le prochain cadre financier pluriannuel sur toutes les politiques. Mesdames et Messieurs, ma conviction quant à l'urgence de la réforme de l'Union économique et monétaire et la création de nouvelles générations de politiques de convergence repose aussi, évidemment, sur l'expérience portugaise. Notre parcours de récupération économique est la preuve qu'il est possible de respecter les règles budgétaires et, en même temps, de mettre en œuvre des mesures économiques de promotion de la croissance, de l'emploi et de la cohésion sociale. Il est également la preuve que la démocratie dans la zone euro n'a pas été remplacée par une pensée unique omnipotente qui nous permet de suivre une et seulement une politique. Aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire de consolidation des finances publiques, de contrôle et réduction soutenable du déficit et de la dette, et de stabilisation du système financier. Et plus important encore, avec une réduction prononcée et durable du chômage. Grâce à notre croissance supérieure à la moyenne européenne,
comme vient de nous rappeler M. Bouty, nous avons renoué avec le processus de convergence réelle avec l'Europe. Nous avons l'ambition que ce soit le début d'une décennie de convergence, en assurant à la fois la compétitivité extérieure de notre économie et la cohésion interne de notre société. Mais nous pouvons faire encore mieux avec un encadrement macroéconomique de la zone euro qui soit plus ami de la convergence. Et c'est pourquoi nous défendons la conclusion de l'Union économique monétaire et une nouvelle génération de politiques de convergence. Cette conférence aujourd'hui sur la convergence et le sommet sur le futur de la zone, sur l'avenir de la zone euro, convoqué par le président Tusk pour décembre, sont des moments d'espoir et de confiance qui en est tous dans le bon chemin sur l'avenir de l'Europe. Trouvons avec pragmatisme des solutions qui bénéficient de l'intérêt général et rompent avec l'affrontement stérile et infondé entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, grandes et petits, plus riches et plus pauvres. Une des plus grandes richesses de l'Union européenne résulte de notre diversité et de la façon dont nous avons su lui répondre au long des plus de 60 ans d'intégration et d'élargissement successifs. C'est là la clé du succès européen. Respecter, préserver et intégrer la diversité qui nous enrichit et corriger par le biais de la convergence les asymétries qui nous rendent plus pauvres. Reprenons donc le chemin de la collégialité, de la convergence et de la cohésion. L'avenir de notre Europe, comme espace de paix, de démocratie et de prospérité partagée, nous l'exige. Merci beaucoup pour votre attention.